Soyez les bienvenus sur le repère des motards pour cet essai de la Tracer 9 GT plus Y AMT. Ça commence à faire long pour un titre et pour un nom de moto. Pourquoi est-ce qu'il est aussi long? Tout simplement parce que ce modèle hérite de la nouvelle boîte automatisée du constructeur Nippon, constructeur au diapason qui a décidé d'implémenter une motorisation sur une boîte dotée d'un shifter qui permet de passer les rapports de manière automatique et donc de s'affranchir à la fois d'un levier d'embrayage et de la pédale de vitesse. Du coup, plus rien là, plus rien là. On se dirait, oh, ça va être plus léger. Raté. Ça fait 2,8 kg de plus et cette moto au total pèse près de 232 kg. 232 kg, c'est vraiment pas léger. Mais il faut voir aussi que tout le bundle de la moto a entièrement évolué. Elle a pris du galon, elle a pris de l'électronique, elle a pris de l'équipement et elle a pris cher, tout simplement parce qu'aujourd'hui, elle s'affiche aux environs de 18 990 € en 2025 lors de son lancement. Comme vous pouvez le constater, on a eu du soleil, on se trouve en Slovénie, c'était absolument magnifique et donc on a pu découvrir cette moto déjà en statique pour essayer de voir ce qui avait changé par rapport à la version précédente. Il y a une instrumentation qui est dotée d'une petite casquette, une instrumentation bien entendu TFT couleur qui va faire 7 pouces de diagonale, très performante en termes d'affichage. Justement, elle propose 3 présentations différentes. En quelque sorte, on pourrait dire que cette Yamaha, elle a tendance à se BMWiser de manière copieuse. Et ça se voit aussi qu'à la base, elle n'était pas conçue pour ça, tout simplement parce que tous ces rajouts, ça implique une finition un peu différente. Aussi bien au niveau des faisceaux électriques qui rejoignent les commandes à la main que de la présentation globale. Donc, ce qu'on voit au niveau du guidon, c'est des câbles, c'est des choses qui dépassent, c'est les gros commodos, c'est une moto qui est beaucoup plus imposante qu'elle ne l'était. Elle l'est aussi entièrement revue au niveau de son aspect. Elle conserve son réservoir de 19 litres, mais il a été entièrement revu afin d'avoir une forme un peu plus intéressante, notamment au niveau de son arcade. Et puis la selle a également été refaite. Son arcade est assez intéressant puisque en mesurant 1,80 m, on arrive à poser les deux pieds au sol, ce qui est pas mal compte tenu de la valeur affichée. Il n'y a pas que ça qui a changé. Si on regarde la face avant, on se retrouve avec ces feux. Les feux sont adaptatifs en virage, donc toutes les rampes de LED que vous avez ici vont bien illuminer de manière significative la route lorsque vous allez commencer à pencher. Ça, c'est une grosse nouveauté chez Yamaha. Sa bulle a été revue, elle est électrique, elle se manipule au niveau du commodo gauche, donc ça permet vraiment d'obtenir une moto qui va protéger davantage. C'est également ce qui a été fait au niveau des carénages, puisque on nous promet un peu plus de protection au niveau des jambes. Ce que l'on sait d'ores et déjà, c'est que le moteur ne change pas. Il titre toujours 119 chevaux, ce qui est une valeur tout à fait raisonnable, à rapprocher toutefois du poids avec les valises, des valises de 30 litres chacune que l'on retrouve de chaque côté, puisque le pot d'échappement, lui, est toujours en bas et stéréoscopique, ce qui veut dire qu'il a cette capacité à vous renvoyer le son au niveau du sol pour que ça se reflète et que ça vous revienne aux oreilles de manière intéressante et que ça profite d'une sonorité super sympathique. Grosse nouveauté. Le démarrage sans clé. Donc le démarrage sans clé, on connaît chez Yamaha. Les T-Max, il y a pas mal de modèles qui maintenant peuvent l'avoir. Donc on récupère le système, les commandes de base, mais la clé en question, le sans clé du coup, en question, le transpondeur, permet de commander aussi bien le démarreur que la trappe à essence qui va pouvoir s'ouvrir grâce à cette commande et également maintenant les valises qui sont coordonnées. Petit bémol cependant, quand on a bien regardé, il y a des boutons de partout. Il y a déjà une serrure qui permet de savoir si on va pouvoir soulever la selle ou pas. En ce côté de ça, on a un petit basculeur qui va nous demander d'appuyer dessus pour aller à ouvrir les valises. D'accord, donc on va dire qu'on veut basculer sur les valises. On passe sur les valises. Sur les valises, il y a deux boutons. Un bouton qui est pour les enlever et un bouton qui est pour les ouvrir. Quand on va chercher à les ouvrir, ça va relever une trappe. Laquelle trappe, il va falloir tirer pour après en plus pousser sur la porte de la valise. On ne peut pas dire que ce soit la manipulation la plus rapide de la Terre. La position du bouton pour ouvrir le petit compartiment, pareil, une nouveauté, là on peut faire tenir un téléphone portable dans le flanc droit, sauf que le basculeur il est là, il faut aller le chercher, c'est mécanique, ça permet de l'ouvrir mais c'est derrière la colonne de direction. C'est pas super pratique ça quand on est au péage. Bon, un téléphone portable de taille raisonnable toutefois, parce que les derniers téléphones avec les grands écrans supérieurs à 6,5 pouces ne tiendront absolument pas dedans. Il faut voir que ça tient au chausse-pied et puis après on a la possibilité aussi de les alimenter via une prise USB-A qui est interne. À l'extérieur, on a aussi une prise USB qui se trouve là, qui est très bien placée, mais qui par contre est juste sous l'instrumentation et elle est de type C.
Chez Yamaha, ils ne font pas les choses à moitié, mais ils font les choses tellement complètement qu'on a des redondances. Il y a toute la possibilité pour configurer les suspensions. Suspensions qui sont électroniques elles aussi. Sur ce modèle GT+, et donc signé Kayaba, elles sont semi-actives. On peut les configurer de manière individuelle par un menu et contextualisé, mais ça se fait uniquement sur un téléphone portable. On ne peut pas le faire directement depuis l'instrumentation. Par contre, ce que l'on peut faire depuis l'instrumentation, c'est opter pour un mode de comportement ou un autre lorsqu'on se trouve notamment sur le mode transmission automatique, donc D ou D+, du YAMT. Voilà. La suite, eh bien, on vous en parle tout à l'heure. Une fois que l'on aura fait notre essai, il nous tarde d'aller rouler et de vous livrer notre avis sur cette nouveauté. La moto, elle est super plaisante, bien équilibrée, c'est une véritable routière. Ça sous-entend aussi qu'il y a un certain poids à manager. Après, la sensation de poids qu'on peut avoir sur cette Tracer, ça pose vraiment la moto. Alors là, je suis passé en mode manuel, transmission manuelle, pour pouvoir justement faire cette ascension de col, un col qui a été fermé pour l'occasion. Ce qui fait qu'on peut vraiment tester les reprises et profiter de la santé du moteur qui chante quand même super bien. Très bon compagnon au niveau sonorité et le comportement de la moto, il est agréable en ce sens qu'on va vraiment avoir la possibilité de la caler sur l'angle, déjà parce qu'il y a des pneus touring, et puis là on profite vraiment de la santé du bloc 3 cylindres qui décolle littéralement à partir de 5000-5500 tours minute et qui reste super souple, ce qui fait qu'on peut le relancer. Ça marche, marche quand même super fort, ça s'exprime, ça cause, et surtout ça reprend bien un peu à tous les niveaux. Ce qui est amusant aussi, c'est cette capacité de rétrograder automatiquement. Enfin, ça rétrograde pas tout seul quand on accélère, par contre ça va rétrograder tout seul si on arrive à un régime moteur qui n'est plus supportable par le bloc. Donc ça se fait en 6 aux environs de 30 km/h. Très bonne réponse des gaz, la gestion de l'injection elle est vraiment parfaite. On va repasser en mode transmission automatique, voilà le D+, il y a aussi le mode D. Le mode D+, est plutôt sympathique, il permet d'avoir un peu plus de nervosité et de réponse au moteur et surtout de tirer un peu plus longtemps sur les rapports. Le mode D il passe prématurément les rapports, il est assez doux. Et ce qui est très intéressant, c'est de trouver la bonne technique pour passer les rapports sans avoir à utiliser les gâchettes. Et ça se fait au niveau des gaz. Ça va être des fois en rendant un tout petit peu, mais d'un quart de millimètre, ou vraiment en bougeant légèrement le poignet, on sait qu'elle va rétrograder toute seule. Ou alors en rouvrant un petit peu plus, ou encore un peu plus, de savoir quand est-ce qu'elle va passer le rapport supérieur. Ça fait une moto très prévisible dans ses réactions, et ça c'est ce qu'on lui demande. Au départ, il n'y a qu'une seule chose à se méfier, c'est à la manière dont elle va passer les vitesses, notamment en courbe, parce que des fois on n'a pas prévu qu'elle se mette là comme ça, qu'elle passe à ce moment-là, et ça nous fait une petite surprise, notamment lorsque ça va devoir repasser en première, parce que le clac de la première, il est assez important par rapport au reste. La transition entre les rapports, elle est plus douce, plus agréable, lorsqu'on va se trouver au bon régime. À partir de 5000 tours, on va dire, ça commence déjà à passer de manière plus naturelle, un petit peu moins sèche. Les suspensions, elles s'adaptent à ce changement de vitesse, donc ça fait énormément de paramètres à gérer. Donc pour la partie logicielle de la moto, il y a tellement de paramètres à gérer que ça en devient vraiment surprenant de voir à quel point ça arrive à être efficace. Par contre, sur le mode D et D+, les suspensions restent assez souples. C'est bien pour rouler, enrouler, se balader, mais dès qu'on va vouloir attaquer un peu, il faudra commencer à se méfier parce qu'il va y avoir du rebond, et donc ça implique qu'on doive se servir d'un réglage. Ça devient de vraies usines à gaz à utiliser, mais par contre il y a une réelle flexibilité quant aux possibilités offertes. Les fessiers, pas toujours convaincu par le truc là qui était censé apporter un peu de confort ici. Je suis pas fan. Pour le reste, ça va aller, la position est bonne.
On est bien placé et surtout les proportions de la moto sont agréables. Le buste est rapproché du guidon, il est suffisamment relevé, le cintre il est bon. Là je suis vraiment sur l'avant, collé contre le réservoir. Là on le voit, le réservoir il est super large à ce niveau là, mais par contre on est bien placé. Voilà. L'emplacement des pieds, ça va dépendre de la quantité de route que vous allez envisager. Les jambes elles sont assez repliées malgré tout, ce qui permet d'avoir une bonne garde au sol, mais par contre on se retrouve au bout d'un moment à se dire oh, je les déplierais bien un peu, ou je m'assierais bien un petit peu plus haut pour avoir les genoux un peu moins pliés. Alors au niveau de la protection, les jambes sont pas super protégées, c'est mieux, il y a moins de flux, j'ai pas le bas des jambes qui flap. Bon, le haut du corps il est bien protégé au niveau de la partie centrale, mais dès qu'on s'écarte là un peu, là je ressens les courants d'air, et là au niveau du casque. Mais par contre la pression, on est super bien épargné. Donc là vous voyez, hop, la moto elle passe automatiquement ses rapports. Je suis déjà en 5 alors que je suis rentré en 3 dans le rond-point. Ben voilà, j'ai fait sans y penser, je peux parler tranquillement et je peux encore intervenir manuellement pour arriver à remonter les rapports. Il y a juste un petit coup de main à prendre, une habitude. On va dire qu'une bonne cinquantaine de kilomètres sont suffisantes pour arriver à tout comprendre. Par rapport à un système BMW, c'est plus rapide. Par rapport au clutch de Honda, c'est différent. Il n'a pas autant d'automatisme que ce qu'on peut avoir sur cette boîte-là, même si le principe de base, il est relativement similaire. Hop, ah, petit coup de freinage. Le freinage, l'inconvénient que j'ai, c'est que je trouve que ça se met à dos de lignée quand même. Hein. Il y a des transferts de marche. Alors autant ils ont fait quelque chose au niveau des suspensions pour que ça nous gêne pas trop quand on va passer les rapports, autant ils auraient pu faire pareil quand on utilise le frein, hein, parce que ça a tendance à saucissonner légèrement si on utilise un peu trop le frein arrière. Bon, faut dire qu'il y a beaucoup d'assistance. La moto elle est particulièrement aboutie au niveau de son électronique, elle embarque quasiment tout ce qui peut se faire aujourd'hui. Hein. Alors nous voici de retour en plateau, cette Yamaha Tracer 9 GT+. Plus, c'est Madame Plus, vraiment, parce qu'elle en fait plus, elle en met plus dedans, mais plus, ça veut aussi dire plus lourd, plus cher, plus encombrant. Et est-ce que c'est vraiment plus intéressant? Là, il y a vraiment une question à se poser concernant le YAMT. Vous avez bien sûr une version standard avec une boîte standard qui va aussi être disponible. Donc pourquoi est-ce qu'on prendrait ce modèle avec une boîte automatique? Peut-être tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'automatisme semble être le futur de la moto, tout simplement parce que des marques comme Yamaha, KTM ou encore BMW ont décidé d'investir le créneau, chacun avec leur technologie. La technologie YAMT de Yamaha, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle est facile à greffer et aussi parce qu'elle permet de bénéficier d'un nombre important de variations et d'analyses de paramètres qui sont retournés à travers la centrale inertielle et qui permettent de choisir un petit peu le passage des vitesses. Le YAMT, c'est une technologie qui est aboutie. Alors ça a plus ou moins fait polémique au sein du groupe de journalistes qui était là aujourd'hui, le groupe journaliste français, tout simplement parce qu'il y a ceux qui ont vraiment adhéré et ceux qui n'ont pas adhéré du tout au concept en considérant qu'il n'était pas abouti. Pour ma part, je l'ai trouvé entièrement exploitable et il correspond à mon style de conduite et à mes attentes. Ça veut dire qu'il y a une certaine souplesse, il n'y a pas forcément de difficulté particulière à l'exploiter. Il y aura certainement quelques concessions à faire en termes de rétrogradage, notamment parce que un petit peu vif et de passage de vitesse, mais j'ai pu observer qu'on se faisait très rapidement au système et que l'on pouvait très facilement arriver à déceler le moment où il allait passer ou non les vitesses, ce qui permettait d'éviter les écueils que certains ont rencontrés, à savoir une brutalité ou alors un mauvais passage de vitesse, notamment en courbe. Allez, pour être tout à fait honnête, j'ai dû repasser une fois en première, ça s'est montré un petit peu gênant, mais très vite on récupère et très vite on peut relancer. Et puis surtout, il y a la possibilité d'intervenir manuellement pour changer les rapports, on peut les descendre ou les monter. Et ça c'est vraiment génial et ça permet de la mettre entièrement à sa main ou tout simplement d'utiliser le mode MT qui est un mode de transmission manuelle où là comme sur un vélo, on gère avec la gâchette pour passer, monter ou descendre les rapports. Pour le reste, eh bien, cette moto, elle est restée fidèle à la vocation routière, mais elle a perdu quelque part son côté traceur 9. C'est une moto qui est plus imposante, plus lourde, plus posée, plus statutaire, plus équipée. Et ça implique aussi qu'on va se retrouver à avoir à composer avec une électronique beaucoup plus complète, beaucoup plus difficile peut-être à comprendre de prime abord et qui va intervenir de manière individuelle, mais ça fait tout un package parce qu'on va pouvoir gérer la glisse, on va pouvoir gérer le lever de roue arrière, l'antipatinage, on va pouvoir gérer le frein moteur, le freinage qu'on peut coupler, découpler, ça devient extrêmement complexe. Donc pour vraiment bien s'y retrouver, ce que je vous invite à faire, c'est à nous retrouver et à lire
l'essai complet de la moto sur le site où je vais vraiment pouvoir vous détailler tout ça. Les points positifs, il y a toujours ce moteur. Ce 3 cylindres CP3, il est vraiment extrêmement agréable. Il a conservé son caractère, même s'il a été adouci par les normes Euro 5. Il reste très exploitable et surtout avec une sonorité et un comportement qu'on apprécie. Il y a du caractère, il y a du couple, il y a de la souplesse, il y a tout ce qu'on exige d'un moteur qui permet d'exploiter une voyageuse. Donc vraiment, il y a ce moteur. Ensuite, une position de conduite qui est pas mal du tout en termes de haut du corps. Tout ce qui va être pour le haut, le bras, le buste, on est très bien. Et par contre, les jambes un petit peu moins, surtout sur long trajet. Donc c'est une routière certes, mais rouler longuement, de faire de très longues étapes, c'est pas forcément génial avec. Donc ça va restreindre un petit peu son utilisation et ça on va le mettre au côté des points négatifs. Autre point positif par contre, c'est son équipement complet, mais le point négatif qui va en conséquence, c'est le prix. Cette inflation, près de 19 000 € pour un traceur neuf, même s'il est bien équipé, ça reste énorme, surtout quand de plus en plus on a la concurrence de modèles chinois, notamment chez Zontes et compagnie, et CF Moto pour ne pas les citer, qui n'ont certes pas encore des suspensions électroniques, qui n'ont certes pas encore tous ces packages-là, mais qui arrivent à maintenir des prix très compétitifs et très intéressants avec des motos qui ont l'essentiel. Parce que là, c'est vraiment, il faut revenir au poncif, se remettre en perspective. Ces motos-là, est-ce qu'on a besoin d'autant? Est-ce que l'on va vraiment l'exploiter? Maintenant, ce qu'il faut voir dans les points négatifs aussi, il va y avoir donc la manipulation des valises qui n'est pas évidente, et puis le poids qui est quand même conséquent et qui à un moment donné peut arriver à gêner, même si en contrepartie la moto est véritablement posée au sol. C'est un très bon comportement dynamique et que cette moto elle a vraiment très bien évolué en termes de comportement routier. C'est une vraie routière, rien ne lui fait peur. En comparaison par exemple d'une Tiger 800 Sport, ça n'a plus rien à voir. La Tiger 800 Sport, elle est plus légère, plus sympathique, plus Pepsi. Donc on a changé de catégorie. Maintenant, la Tracer 9 GT, elle s'attaque à d'autres motos, notamment des BMW, notamment des KTM, notamment des Kawasaki aussi, tout ce qui était trail routier, avec roues de 17 ou de 19 pouces. Donc elle va vraiment glisser vers le luxe qu'elle n'avait pas jusqu'à présent. Retrouver une moto plus simple, plus exploitable et plus sympathique, il faudra revenir sur une version. La version de base, la Tracer 9, toujours disponible au catalogue. J'espère que cet essai vous a plu. Je vous invite à vous inscrire si jamais vous souhaitez continuer à nous suivre. Je vous invite surtout à lire l'essai complet sur le site et je vous retrouve prochainement pour un nouvel essai.